À Ath, le cœur de la ville bat littéralement au rythme de celui de ces géants. Au nombre de 7, ceux-ci sont l'orgueil de toute une population qui a élevé Sadukas au rang de véritable religion. Chaque 4e week-end du mois d'août, en dansant dans les vieilles rues de la cité, ils marquent de leur empreinte le folklore wallon. Tout commence par l'habillage des géants. Depuis une quinzaine d'années, c'est un menuisier de la commune, Guy Blin, qui veille au bon déroulement des opérations. Pas du tout évident. Pour l'aider, Arlette Vermeer, ils ne seront pas trop de deux pour faire un brin de toilette, rafraîchir les coiffures et bien sûr habiller ces géants qui n'ont pas vraiment, il faut le dire, une taille mannequin. Mais l'une des premières étapes débute par le réglage du système de portage. C'est-à-dire que le système de portage, c'est un jeu de sangles qui prend aux épaules et puis qui prend au-dessus pour faire l'équilibre. Alors les sangles, quand le cortège est fini, on les détend. Et puis après, maintenant, je les remets suivant leur position. Alors elles sont réglées sur le plus petit des porteurs. Comme ça, quand lui le soulève, il n'approche pas les bordures de portage. Au niveau vestimentaire, pas question de sacrifier à la mode, bien sûr. Ici, il n'y a qu'un mot qui compte, la tradition. Pour le reste, on n'est jamais à l'abri de mauvaises surprises. Il faut beaucoup d'imagination, il y a toujours des imprévus. L'osier travaille, donc il y a toujours des petits changements à apporter. Mais le samedi matin, les posturatoires sont tirées à 4 épingles. Pour les porteurs, c'est un moment important, car c'est leur tant attendu des retrouvailles après une année sabbatique, car à Ath, c'est bien connu, les géants ne sortent qu'une fois par an. C'est l'occasion pour ceux qui ont l'honneur de les animer de vérifier leurs conditions physiques. Un petit peu essoufflé, mais ça se retrouve le geste. On peut mal de l'oublier. Ou encore le nombre de tresses de leurs géants. 35 et 36. Dans un coin du hangar, Xavier Dupuis, qui pour la 2e année consécutive incarne le petit David, s'entraîne. Tout cela sous l'œil attentif de Madame Goliath. C'est à lui que reviendra l'honneur le samedi après-midi d'affronter en duel Goliath, le géant philistin. Une balle pelote fera office de fronde. De son côté, l'aigle à 2 têtes se demande encore qui il portera demain sur son dos lors du cortège. L'aventure ne semble en tout cas pas tenter tout le monde. Mais laissons là la famille des porteurs pour nous rendre à présent à l'autre bout de la ville, chez Odile de Fossé. Elle met la dernière main à la pâte de la spécialité culinaire locale, la tarte à mastel. Sa recette existe depuis plus d'un siècle. Les vrais atois font ceinture, ils ne la dégustent qu'une fois par an, à l'occasion de la Ducasse. Il faut dire que les principaux ingrédients qui composent ce qu'on appelle ici le condieuf n'ont rien de très diététique. Le condieuf, c'est le mélange de ce qu'on appelle la garniture, c'est-à-dire l'ensemble des mastelles pilées, arrosées, détrempées dans le lait, avec la vanille, le sucre, les amandes douces, hachées grossièrement, et les amandes amères pilées finement, plus les jaunes d'œufs et les blancs battus en neige. Pas de raisin. Pas de raisin, c'est pas du pudding. Tous ces ingrédients auxquels on peut rajouter des macarons, on les retrouve naturellement en quantité dans toutes les boulangeries de la ville. En période de Ducasse, les tartes à mastel se multiplient comme des petits pains. Malgré cela, certains boulangers trouvent encore le temps de cuire les tartes préparées par des particuliers. Ce n'est pas Odile de Fossé avec ses 15 platines qui s'en plaindra. Puis c'est les tartes des particuliers qui viennent emporter. Nous les mettons sur les grilles et il n'y a plus qu'à les cuire et les sortir. Voilà, c'est le résultat. Maintenant, il va falloir attendre le samedi après-midi pour les déguster. Ah oui, ça c'est une autre tradition, pas avant 3 heures. Hein. Une fois qu'on aura entendu la grosse cloche, une fois qu'on l'a entendu, on pourra déguster. Et justement, à propos de la grosse cloche, appelée aussi à Ath la Marie Pontoise, elle sonne en fait déjà une première fois le samedi à midi tapante. Le clocher d'église Saint-Julien se révèle alors trop petit pour accueillir tous ceux qui veulent frapper les 3 coups officiels de la Ducasse d'Ath. Tout cela dans l'ambiance que l'on imagine.
Les quelques 4000 kilos de Marie Pontoise qui ne sonnent que dans les grandes occasions comme lors de la Libération se sont ébranlés. Cette fois-ci, pas de doute, la Ducasse date est bien lancée. C'est effectivement à midi quand Marie Pontoise sonne pendant 10 minutes d'affilée, tirée par la force des poignées de centaines de jeunes et de moins jeunes aussi, au rang desquels je me trouve, que la Ducasse commence vraiment. Mais le véritable coup d'envoi de la Ducasse a lieu le samedi à 15h. Tous les regards sont alors tournés vers Goliath, qui convole aujourd'hui en juste noces. La veille, c'est-à-dire le vendredi, même s'il n'était pas de sortie, le futur marié a enterré sa vie de garçon lors du brûlage dit de Maronne. Le couple est précédé par la garde des Bleus, la compagnie des canonnières Quebusier. À intervalles réguliers, ils tirent des salves assourdissantes. Sur le chemin de l'église, la future épouse semble jouer la timide, mais à voir l'entrain qu'elle met à embrasser son géant de fiancé, on doute qu'elle ne se marie pas de bon cœur. En fait, il en est ainsi depuis 1715, année de l'apparition de Madame Goliath dans le cortège, et même si cette union est symbolique, puisqu'il n'y a pas d'échange de consentement, les Attois y sont fort attachés. À la cérémonie, nous accueillons monsieur et madame Goliath ici au pied de l'église. Ils ne savent pas rentrer étant donné leur qualité de géant, mais c'est important parce que ça fait partie de tout l'ensemble de Ducasse et de l'insertion de tout l'élément religieux dans la vie traditionnelle attoise. C'est un des racines de l'histoire. En tout cas, il n'aura pas fallu longtemps aux porteurs pour retrouver leur automatisme pour faire danser leur géant favori, mais les premiers pas de danse restent malgré tout toujours un moment émouvant. Tout à fait, surtout la première fois, il y a déjà un moment de réflexion avant de la faire et à partir du moment où on rentre dans le géant, on ne pense plus à rien d'autre. Tout ce qui existe à côté est superflu. On écoute la musique, on danse selon son cœur. Mais voilà venu le temps du mariage, une célébration appelée aussi Vêpres Gouillasse. Sur le parvis de l'église Saint-Julien, le doyen accueille les autorités communales, le bourgmestre Guy Spital sans tête et ses invités. Pour l'occasion, l'église affiche complet, des textes patoisans remplacent les lectures et les psaumes latins ont depuis longtemps cédé la place à des chants profanes largement inspirés par le folklore local. En fait, le seul élément religieux qui subsiste lors de cette célébration un peu particulière est la bénédiction de la chasse de Saint-Julien, patron de la cité des géants. Sinon, les vêpres se terminent comme ils avaient commencé, par un chant en patois, en l'occurrence le Grand Gouillasse, un air typiquement attois, véritable hymne local et que l'assistance écoute religieusement debout.
La cérémonie achevée, c'est également sur l'air de Grand Gouillasse que le couple le plus célèbre de la ville laisse éclater sa joie. Les jeunes mariés ont dansé d'un pas léger, mais pas pour longtemps, car voilà déjà qu'une terrible épreuve menace le bonheur de nos deux tourtereaux. Goliath va devoir affronter David dans une évocation du célèbre duel biblique. L'heure du combat a sonné. Sur les frêles épaules du petit berger reposent les espoirs de toute une population. Oseras-tu me combattre avec tant d'avantages? Ah, blasphème! Tu en seras puni. Un Dieu qui se pique, couronné de bonheur, ne peut rien souffrir contre son sang et son honneur. Ah, Seigneur, donnez-moi la force et la puissance de mon bras, que j'en tire vengeance. Inscrivez pas de chance pour cette année, la main de David a tremblé. La balle a raté de peu sa cible, le trou du porteur. Le malheur ne s'abattra pas pour autant sur la ville, mais le malheureux David a quand même bien du mal à cacher ses larmes. Goliath n'est mieux que mort, la foule n'aura pas droit à une dernière danse. Non, malheureusement, mais disons, il a réussi l'année passée. Bon, cette année-ci, une fois sur deux, 50% de moyenne, c'est pas trop dramatique de toute manière. Enfin, chacun se consolera comme il peut en dégustant un morceau de tarte Gouillasse arrosé d'un verre de Bourgogne. Tout le monde est soumis au même régime, aussi bien les invités du bourgmestre que ceux d'Odile de Fossé. Et apparemment, d'après ce qu'on peut voir, l'appétit n'attend pas le nombre des années. Le dimanche, c'est le jour du traditionnel cortège. Le point de ralliement des quelques 700 figurants se situe devant la Gardate, d'où sera donné le départ à 10 heures. Les préparatifs vont bon train. Il faut notamment atteler les chevaux qui tireront les imposants chars richement décorés. Le cheval Bayard, quant à lui, ne devra supporter que le poids des 4 fils Aymon. Pour les porteurs de cet imposant destrier, c'est l'heure des dernières recommandations. Ce 4e dimanche d'août, cette année nous avons 3 nouveaux venus. Nous avons aussi quelques porteurs de santé un peu hésitantes. Nous allons essayer de faire notre possible pour les soulager un peu. Peu à peu, le cortège se forme. Sur le char de l'horticulture notamment, les enfants prennent place. Mais à 10 heures, c'est bien parti. L'aigle à 2 têtes qui figure en tête du cortège a déjà pris son envol. L'aigle est en fait le géant de l'ancienne confrérie des tailleurs. Et pour la petite histoire, on retiendra qu'il n'est devenu bicéphale qu'au milieu du 19e siècle à l'occasion d'une visite royale à Ath. Sur le char d'Albert Isabelle, les figurants ont prévu de quoi s'occuper. Il faut dire que la journée sera longue. Le cortège dure habituellement près de 4 heures et l'après-midi, on remettra cela puisque les participants emprunteront le même parcours, mais cette fois en sens inverse. Et voilà Samson affublé d'un fût de colonne et d'une mâchoire d'âne. C'est le plus haut des géants d'Ath. Il culmine en effet à 4,30 m. Il évoque bien sûr le guerrier hébreu qui entraîna dans sa mort 3000 Philistins. La présence de Samson, comme celle d'autres géants ou personnages inspirés par la Bible, n'est pas étrangère au fait que le cortège d'Ath possède de lointaines origines religieuses. Au début, c'est une procession, et uniquement une procession. Le but, c'est de rappeler la consécration de l'église paroissiale. Et vous avez quand même encore quelques éléments issus de cette procession, éléments religieux, comme Goliath, par exemple. Mais évidemment, Goliath s'est laïcisé en se mariant, si je puis dire. Mais il y a quand même toujours ce combat David-Goliath qui rappelle la scène processionnelle. De même, vous avez le cheval Bayard, il était déjà dans la procession au XVe siècle. Mais là, ce sont les éléments les plus anciens.
Alors dans la procession, vous aviez quand même au XVIIIe siècle tous les géants. Même si cette procession c'était déjà quelque peu laïcisée, vous aviez tous les géants. Et n'oublions pas que Samson c'est la Bible, que l'aigle c'est probablement l'emblème de l'évangile de Saint Jean. Et donc là vous avez quand même encore des éléments religieux. Et c'est justement devant cette même église Saint-Julien dont on célèbre donc la dédicace que l'on retrouve le dimanche matin les autorités communales. Celles-ci rendent notamment hommage aux figurants les plus anciens qui se voient remettre une médaille. Pour les porteurs de Monsieur et Madame Goliath, c'est le Mailleur qui se charge en personne de remettre la décoration. Monsieur et Madame Goliath, ce sont vraiment les porte-drapeaux du folklore local, du folklore attois. La tour Saint-Julien, dans ce qui est immeuble, et nos géants, bien sûr, c'est d'abord, se sont mariés hier, donc c'est évident. Hein. C'est eux qui représentent essentiellement la vie. Mademoiselle Victoire aussi. Mais monsieur et Madame Goliath viennent les premiers. Le cortège date, tel qu'on peut le voir aujourd'hui, remonte en fait au début du siècle. Le dernier élément introduit est le groupe du canon. Sa création remonte à 1975. Il est censé évoquer la participation des Attois à la Révolution de 1830. À leur tête, une dentelière qui harangue la foule. À tes deux! Il nous faut et tout prendre les officiers pour prisonniers. Les soldats, ils marcheront nous autres. Les prônes sont meurtres, il faut les cailleux. C'est fini ces machins-là. Vive la liberté! Chaque évocation de cet épisode de l'histoire date se termine en chanson avec, devinez, la célèbre muette de Portici. Si dans le cortège date les géants règnent en maître, il ne faudrait pas oublier pour autant les 8 chars qui y figurent. Le plus ancien est le char de la ville. Il transporte les personnages qui se sont illustrés dans l'histoire de la cité et au rang desquels figure notamment le moine Louis Hennepin, dont on dit qu'il aurait découvert les sources du Mississippi. La plupart des chars sont en fait apparus au siècle dernier. C'est au cours du 19e siècle en fait qu'on a véritablement multiplié les chars. Certains sont purement décoratifs, comme le char de l'horticulture. Certains sont des chars plus animés ou plus anecdotiques, comme la barque des pêcheurs. D'autres rappellent que Ath est situé au milieu d'une région agricole, comme le char de l'agriculture. Et vous avez aussi ces chars qu'on a rachetés à Bruxelles à l'occasion de leur sortie pour des fêtes nationales. 1880, par exemple, 50e anniversaire de la Belgique, on a racheté le char des 9 provinces. Alors on a aussi racheté par exemple le char des États provinciaux qui représentait la Ligue hanséatique dans un cortège des moyens de transport, ainsi que la barque du XVIe siècle. Et c'est sur une autre barque, la barque des pêcheurs napolitains qui vient d'être mentionnée, que l'on trouve l'un des personnages les plus pittoresques du cortège date, le Sauvage. Ce dernier se démène comme un beau diable en donnant bien du filin à retordre aux 2 matelots chargés de l'encadrer. Voilà pour les chars, mais pour beaucoup le cortège date se résume au seul géant, dont le visage offre notamment une beauté indéniable. Avec une pointe de chauvinisme, la population attoise n'hésite pas à affirmer qu'il s'agit ni plus ni moins que des plus beaux géants de Belgique, voire d'Europe. J'ai l'impression que la réputation n'est pas surfaite. Et la beauté des géants tient à plusieurs paramètres. Et d'une part le fait que vous avez eu à Ath, au XIXe siècle, une académie de dessin devant laquelle d'ailleurs nous nous trouvons, qui était florissante, avec des artistes réputés, qui avaient le coup de crayon, qui avaient le goût du classique. Et c'est un de ces artistes, c'est Gabriel François Florent, qui au début du XIXe a sculpté dans le tilleul les têtes de nos géants. Et il les a sculptés à partir de modèles classiques. J'ai depuis longtemps le sentiment, par exemple, que la tête de Goliath, c'est le David de Michel-Ange, et que Madame Goliath, c'est en fait la Vénus de Milo. Et alors, par ailleurs, nos géants sont en matériaux nobles, l'osier, en Bioris qui danse derrière nous, sa cuirasse est en zinc, travaillée par des sculpteurs attois du siècle dernier. Il y a donc là une tradition artisanale attoise et artistique
qui a fait de ces géants, je crois, de réelles œuvres spécifiques et peu comparables à ce qu'on trouve ailleurs. Au-delà de leur qualité esthétique, les géants qui ont assuré la réputation du folklore attois offrent surtout la particularité de danser, comme ici Mademoiselle Victoire, habillée aux couleurs de la ville. Pas évident pourtant quand on sait que la plupart des géants accusent sur la balance en moyenne près de 120 kg pour une hauteur qui dépasse le plus souvent les 4 mètres. Le fait d'être au départ un bon danseur peut aider, mais cela ne suffit pas. Je crois qu'au départ, ça commence comme ça. C'est vrai qu'il faut un peu danser malgré tout. Mais dans la première démarche, c'est de marcher avec un géant. Et danser, ça vient par la suite parce que c'est toute une question d'équilibre. Et d'abord apprendre l'équilibre et après la danse vient tout seul. En tout cas, une certitude ici, on ne s'improvise pas porteur. C'est vraiment une tradition qui se transmet de génération en génération. Je dirais qu'en tant qu'attois, oui, ça se transmet de génération en génération. C'est-à-dire que c'est plus les familles, mais les attois qui font la ducasse. Et chaque attois a envie d'être porteur. Et on ressent ça à l'intérieur de soi, dans les pieds, dans les jambes, dans les bras et surtout dans la tête. Tout n'est donc pas une question de muscles. D'ailleurs, les porteurs de géants ne sont pas à proprement parler des colosses et ils subissent encore moins un entraînement spécifique digne d'un haltérophile. Mais il faut quand même, avouons-le, une sacrée condition physique. Car chaque 4e dimanche d'août, chaque porteur danse en moyenne une bonne vingtaine de fois pendant près de 2 minutes. De quoi bien dormir, on peut donc parler d'un authentique exploit, mais dans le cercle très fermé des hommes en blanc, on reste très modeste. C'est surtout un entraînement mental, parce qu'au physique, c'est vrai que c'est peut-être lourd, mais c'est surtout une question d'avoir très fort envie de le faire. C'est au niveau du cœur, des sentiments, et aussi peut-être un petit peu des muscles. Mais c'est surtout une question d'équilibre psychologique entre soi-même et le géant et la foule, avec un support inconditionnel de la fanfare, sans laquelle nous ne savons rien faire. Et j'ai souvent l'habitude de dire que les porteurs ne sont pas les seuls à porter le géant, mais les musiciens des fanfares le font tout autant qu'eux. Sans les fanfares, nous ne savons rien faire. Chaque géant est animé par un seul porteur, une exception, le cheval Bayard. C'est de loin le plus imposant de tous les acteurs du cortège date. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 6,30 m de hauteur pour plus de 700 kg, puisqu'il porte sur son dos les 4 fils aimants. La création de ce monstre d'osier remonte à 1462. Malheureusement, il disparaîtra moins de 2 siècles plus tard. Le Bayard signera son grand retour au lendemain de la Seconde Guerre en 1948. Malgré son poids, le cheval Bayard ne se contente pas de défiler, lui aussi danse, sous l'action conjuguée de 16 porteurs, d'où la difficulté. Bien entendu, ça doit être vraiment une cohésion entre les 16 porteurs. L'ennui pour nous, c'est quand on nous arrête au moment où nous tournons, que nous dansons. Parce qu'à ce moment-là, bon, on brise la cadence d'abord, et il faut reprendre par après avec la musique. La musique ne s'arrête pas. Mais enfin, on passe au-dessus de ça, et je crois que vous avez eu la preuve qu'il dansait quand même très très bien. À vous de juger. En tout cas, lorsque l'on découvre les festivités de la Ducasse du 4e dimanche d'août à Ath, on est avant tout frappé par l'extraordinaire liesse qui s'empare alors de la capitale du Pays Vert. Le folklore semble s'y vivre avec une ferveur populaire incroyable. Il y a ce qu'on pourrait appeler un attachement quasi viscéral aux géants.
Pour Michel Lefebvre, figurant dans le groupe du Canon et auteur-interprète dans le groupe atois La Riguette, la Ducasse, c'est avant tout un spectacle, une fête. Je crois que les gens viennent vraiment pour faire la fête. Je crois que c'est un cortège vraiment différent. C'est pas un cortège où on s'assied et on regarde un peu passivement. Il y a une participation. Vous avez vu ici, on fait chanter les gens. Les géants dansent. Bon, ils ne se contentent pas de défiler. Ils font un spectacle et les gens, je crois, viennent faire la fête et participer à quelque chose de très particulier en Wallonie. Ce qui fait dire à certains que le Ducasse-Date est une fête comme une dagne beaucoup, surtout au regard du rondeau qui, tous les 5 ans, rassemble en fin de cortège à la nuit tombée tous les géants. Cette tradition est toute récente puisqu'elle remonte à 1981, l'année du 500e anniversaire du géant fétiche des Atois, Goliath. Dans une ambiance indescriptible, tous les géants s'offrent pendant de longues minutes un bain de foule. Mais comme chacun le sait, toutes les bonnes choses ont une fin. Retour à la case départ. Samson, Ambiorix, Goliath et les autres vont enfin pouvoir profiter d'un repos bien mérité. Mais quand vient leur temps redouté de la séparation, nombreux sont les éléphants de Gouillasse qui veulent encore témoigner de leur attachement à leur géant. Je crois que si on avait la force de danser, il serait là avec nous toute la nuit. Malheureusement, les épaules et les jambes ne suivent plus tout à fait. Rendez-vous l'année prochaine? Oui, rendez-vous l'année prochaine, on espère, si les jambes suivent. Cette fois, la Ducasse est bel et bien finie, mais promis juré, plus que 365 fois dormir, et David, Goliath et les autres reviendront danser au pays des géants. Il en est ainsi depuis plus de 500 ans.